Bonjour. Les calculs menés dans les cours précédents ont permis de déterminer les composantes du champ électromagnétique rayonné par l'antenne élémentaire. Grâce à ces composantes, on peut caractériser cette antenne aussi bien à l'émission qu'à la réception. Les composantes non nulles du champ électromagnétique rayonné par l'antenne élémentaire sont ER, Eθ et Hφ. Ces composantes montrent que les champs électriques et magnétiques sont perpendiculaires l'un à l'autre. On distingue trois zones de fonctionnement de l'antenne. La zone de champ proche, où la longueur d'onde lambda est très grande devant la distance entre l'antenne et le point d'observation, petit r. Dans ce cas, le champ électromagnétique est mesuré au voisinage de l'antenne. Ceci permet aux utilisateurs d'émetteurs comme les opérateurs de téléphonie mobile de fixer une distance de sécurité autour de l'antenne d'émission. La zone intermédiaire où lambda est de l'ordre de R. La zone de rayonnement à grande distance où lambda est très petit devant R. Le champ électromagnétique est alors mesuré loin de l'antenne. C'est cette zone qui nous intéresse particulièrement pour caractériser les antennes et les exploiter à des fins de transmission radioélectrique. Près de l'antenne, on a lambda très grande devant R. Le retard de propagation de πr sur lambda est quasiment nul. E varie en 1 sur R cube, H en R carré, et les autres termes sont négligeables, c'est-à-dire les termes 1 sur R2 et 1 sur R pour le champ électrique et 1 sur R pour le champ magnétique. On retrouve alors les résultats classiques obtenus à l'origine avec les lois de l'électricité. Ainsi, les composantes du champ électrique sont identiques à celles générées par un dipôle électrique constitué de deux charges plus Q et moins Q, séparées l'une de l'autre d'une distance infinitésimale dl. De même, le champ magnétique n'est autre que celui exprimé avec la loi de Biot-Savart. L'antenne élémentaire de longueur dl et de section S, centrée sur OZ, parcourue par un courant sinusoïdal I de t, est donc équivalente à un dipôle électrique composé de deux charges électriques, plus Q et moins Q, portées par l'axe OZ et séparées l'une de l'autre de la distance dl. D'où cette antenne est aussi appelée dipôle électrique. À grande distance, on a lambda très petite devant R. Dans les composantes des champs E et H, les termes en 1 sur R sont prépondérants, alors que les termes en 1 sur R cube et 1 sur R carré sont négligeables. Les composantes non nulles du champ électromagnétique sont Eθ pour le champ électrique et Hφ pour le champ magnétique. Sachant que E est en volts par mètre et H en ampères par mètre, on en déduit l'impédance du vide qui vaut Eθ sur Hφ égale μ0 sur epsilon 0 à la puissance 1/2 égale 120 pi en ohm. Les expressions de ces champs utilisées en pratique sont alors E égale Eθ Iθ, avec Eθ égale J60 pi sur lambda R I0 dl sinus θ exponentielle Jωt moins KR. H égale Hφ Iφ, avec Hφ égale Eθ sur 120 pi. Ce sont ces relations que je vous conseille de bien retenir car elles interviennent dans le calcul de plusieurs autres types d'antennes. En général, on utilise la fonction caractéristique du rayonnement Fθ d'une antenne pour voir comment celle-ci rayonne dans l'espace. Cette fonction est proportionnelle à la partie angulaire de l'amplitude du champ électrique. Pour le dipôle électrique, c'est le rapport de l'amplitude du champ électrique dans la direction θφ à son amplitude maximum.
Le diagramme de rayonnement est une représentation graphique de la fonction caractéristique de rayonnement, le plus souvent tracée en coordonnées polaires. On a deux sortes de diagrammes de rayonnement. L'un représente f de phi dans le plan x ou y ou plan h, et l'autre fθ dans le plan z de delta ou plan E. Pour l'antenne élémentaire, on a f de phi égale à 1, avec phi qui varie entre 0 et 360 degrés et θ égale 90 degrés, donc dans le plan H. Le diagramme de rayonnement est une circonférence de centre O et de rayon 1. Le rayonnement de cette antenne est omnidirectionnel dans ce plan. Dans le plan E, on a fθ égale sinus θ en valeur absolue avec θ variant de 0 à 363 degrés et phi égale constante. Cette fonction est représentée par deux circonférences de rayon 1,5 et de centre respectif moins 1,5 0 et plus 1,5 0. Le rayonnement de l'antenne est maximum dans le plan X ou Y et nul le long de l'axe OZ. Cette antenne, utilisée en radiodiffusion ou en téléphonie mobile, permet de couvrir la surface terrestre représentée par le plan X ou Y, avec un rayonnement omnidirectionnel. Comme son rayonnement est nul sur son axe vertical, cette antenne peut aussi être employée en tant que balise radioélectrique pour la navigation aérienne. Pour évaluer la puissance rayonnée par l'antenne élémentaire, on fait le produit vectoriel de E avec H, qui est par définition le vecteur de Poynting. Comme E est en volts par mètre et H en ampères par mètre, le vecteur de Poynting est en watts par mètre carré. Il représente le flux de puissance électromagnétique rayonnée dans l'espace et il indique la direction de propagation IR des ondes émises par l'antenne. En valeur instantanée, le module de ce vecteur est égal au carré de l'amplitude de Eθ divisé par 120π. En valeur moyenne, calculée sur une période de temps t du courant sinusoïdal I de t, il vaut 1,5 de E vectoriel H star où H star est le complexe conjugué du champ H. Cette valeur moyenne du vecteur de Poynting est intégrée sur une surface fermée S entourant l'antenne. Elle permet d'évaluer la puissance totale PT rayonnée par l'antenne dans tout l'espace. L'antenne est à l'origine O du système de coordonnées OX, Y, Z. La surface fermée S qui l'entoure passe par le point d'observation P. Cette surface est sphérique de centre O et de rayon R. L'élément de surface sphérique est ds égale R2 sinus θ dθ dφ. Celui-ci est obtenu en décomposant la surface S en anneaux concentriques de rayon R sinus θ centré sur l'axe OZ et d'épaisseur R dθ. Chacun de ces anneaux est découpé en petites surfaces rectangulaires et chacune de ces surfaces est calculée en faisant le produit R sinus θ dφ et R dθ. Au point d'observation P, la normale à l'élément de surface ds est n égale IR. Les projections de la surface S dans le plan X ou Y et Z au delta montrent que l'intégration de la moyenne du vecteur de Poynting est effectuée entre 0 et 2π pour phi et 0 et π pour θ. Après calcul, on trouve que la puissance totale rayonnée vaut Pt égale 40π2 dL2 sur lambda 2 I0 carré, où l'amplitude I0 du courant IT est en valeur maximum. Cette puissance où intervient l'impédance du vide est de la forme Pt égale 1,5 de R I0 carré. Par définition, R est la résistance de rayonnement de l'antenne. Elle vaut 80π2 dL2 sur lambda 2 et elle est proportionnelle à l'impédance du vide
mu 0 sur epsilon 0 à la puissance 1/2. Une caractéristique importante de l'antenne est son gain. Celui-ci est un rapport de puissance où le flux de moyen de puissance électromagnétique P de θ émis par cette antenne dans la direction θ est divisé par le flux de puissance électromagnétique émis par une antenne isotrope prise pour référence et excitée par la même puissance totale d'émission P de T. Remarquons qu'une antenne peut comporter des pertes de puissance petit p, comme les pertes ohmiques ou celles par effet de Dopot, soit PE, la puissance électromagnétique totale émise dans l'espace par l'antenne, et PT, la puissance totale injectée dans l'antenne par l'émetteur. S'il y a des pertes dans l'antenne, on aura PT égale à petit p plus PE, et PE sera inférieur à PT. Le rendement de l'antenne sera RE égale PE sur PT inférieur à 1. Si l'antenne est sans perte, on aura PE égale PT et son rendement sera RE égale 1. Dans ce cas, le gain maximum sera par définition la directivité D égale G1. Il en résulte que la relation entre le gain maximum, la directivité et le rendement sera RE égale GM sur D. Dans le cas de l'antenne élémentaire, le flux de puissance électromagnétique rayonnée dans la direction θ est 15 pi sur lambda 2 R2 I0 carré dL2 sinus carré θ. Dans le cas de l'antenne isotrope excitée par la même puissance d'émission, ce flux vaut PT sur 4 pi R2 égale à 10 pi sur lambda 2 R2 fois I0 carré dL2. Le gain de l'antenne élémentaire dans la direction θ est alors égal à 3/2 de sinus carré θ. Dans le plan x ou y, le gain est omnidirectionnel et vaut G de phi égal à 3/2 quel que soit phi. Dans le plan E, ou plan Z de delta, le gain est G de θ égale 3/2 sinus carré θ pour phi égale constante. Le diagramme de directivité est formé de deux courbes elliptiques et confirme que le rayonnement est maximum dans le plan x ou y et nul le long de OZ. Je vous remercie de votre attention. Alors attends s'il te plaît.